The IC Forum Switzerland offers a platform for critical dialogues and innovative solutions. Together, we want to address the challenges and explore... Et des solutions novatrices d'entente. Nous aimerions relever les défis, défendre des approches et se concerter quant aux solutions. C'est pourquoi les représentants gouvernementaux, les ONG, business leaders, chercheurs universitaires et aussi la société civile sont fidèles au rendez-vous, de même que des personnes qui sont donc concernées autant que des jeunes. Tout le monde se donne rendez-vous dans ce forum ici pour échanger leurs expériences, identifier donc les clivages, trouver de nouvelles formes de coopération, de statuer des solutions concrètes, d'être novateurs dans les approches et d'un commun accord de profiter les uns des autres afin que les jeunes, grâce à leur éducation, soient habilités au mondial de faire une différence, celle pour sauver la nature. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus de retour dans la séquence plénière. Après nos sessions en parallèle, la question a été posée de façon concrète dans cette vidéo. La différence que nous faisons à travers l'éducation des jeunes, de faire ce qu'il convient de faire et quelles en sont les conséquences. Nous avons les rapporteurs des différentes sessions en parallèle qui vont donc regrouper les résultats de ces sessions et qui, en 3 minutes chacun, vont nous dire quels sont les messages, les aspects les plus importants tirés de ces sessions s'étant déroulées en parallèle, que tout le monde soit donc mis à jour. Je commence avec Dominika Cisnolic auprès de la Fondation Jacob, qui vous présente le potentiel d'apprentissage des enfants. C'était la session numéro 1. Coopération pour des investissements novateurs dans l'éducation. 3 minutes, le compte à rebours commence. Bonjour, mesdames et messieurs. Parfait. Il s'agit donc là d'une tâche extrêmement sportive de dire cette richesse en 3 minutes. La session a été riche en inspiration. Je donnerai de mon mieux. Je ferai de mon mieux. Qu'est-ce qui était nouveau? Nous avons entendu notamment de la part de beaucoup de modèles qui se propagent aux 4 coins du monde afin que nous ayons des modèles de financement plus novateurs qui se répercutent sur les modèles qui font du blended financing, des financements tant de droits publics que privés avec des solutions concrètes et de quelle façon on peut donc mettre en action plusieurs leviers, plusieurs manettes afin que le marché soit aussi incorporé dans cette mesure. Il s'agit donc d'une nouvelle génération de plusieurs opportunités côté gouvernement et concernant l'économie privée afin qu'on puisse préfinancer certains travaux. Ce qui était riche en inspiration, c'était de constater que des idéologies sont de plus en plus surmontées et nous préférons des narratifs plus simples. Côté gouvernement et côté du secteur privé, il y a de nouvelles approches qui se propagent, des partenariats de multiples et polyvalents titulaires. On fait des expériences avec des méthodes de financement pour renforcer l'éducation. C'était nouveau, riche en inspiration et opératoire. Le leadership, la conduite est un point critique. Si le financement novateur doit fonctionner, on m'a donné mandat de démontrer quelques accros à rabauder, lacunes à combler. Un fil conducteur a sous-tendu la totalité de ce narratif et c'était qu'il fallait davantage d'évidence, davantage de preuves empiriques randomisées pour savoir quels sont les modèles de financement fiduciaire qui seraient plus efficaces. Nous sommes encore dans le stade embryonnaire. On a besoin de nouvelles recherches épistémologiques afin que les modèles de financement puissent être déterminés, aboutissant à de meilleurs résultats. Et de quelle façon cela est mis en corrélation avec des modèles fiduciaires plutôt traditionnels. Il y aura de nouveaux modèles. Nous allons tous en profiter au fil des années à suivre, davantage d'évidence, davantage d'approches randomisées de façon empirique. Nous avons aussi la vue philanthropique, mais nous voulons aussi coopérer avec des gouvernements afin que les projets soient davantage et mieux financés à l'avenir. Et je respectais les 3 minutes. Absolument, Dodeka, tu l'as fait avec brio. C'était hyper précis, ce qui était nouveau, ce qui fait défaut et à quel point l'objectif est capital, que les SSTG des Nations Unies soient financés.
À l'heure actuelle, parlons du directeur du réseau suisse pour la formation novatrice, la session numéro 2, numérisation, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui fait défaut? Merci Claire. Nous avions une discussion extrêmement animée. On a mis en exergue beaucoup de sujets protéiformes et dans ce domaine, un beau portrait a été brossé. C'est toujours l'apprenant, l'apprenante qui se trouve dans la focale. Et dans son orbite se meuvent plusieurs planètes qui sont en pleine circonvolution, les personnes qui accompagnent les parents, mais aussi le corps enseignant, aussi donc les étudiants. Et par la suite, nous avons aussi l'importance des soft skills, des compétences sociales, sociétales et culturelles, ainsi que de l'apprentissage socio-émotionnel, ce qui en tant que tel est déjà capital, et notamment en interaction avec les technologies qui sont à notre disposition. Et nous avons aussi discuté de la technologie à proprement parler, arguant du fait que la technologie doit être réactive et doit fournir aux apprenants des réponses qui se tiennent. Non pas une boîte à outils, mais quelque chose qui leur donnerait un coup de main, de potasser des idées, de faire la part des choses, de passer de la parole à l'acte. Et nous avons évoqué des choses critiques comme la sécurité des données et des engins numériques. Et voici la question qui se posait de façon assez magistrale. Est-ce que nous allons donc faire uniquement des conférences vidéo pour le monde des apprenants? Et nous, Susan Absteck nous disait, nous avons besoin d'une voie opératoire qui permette le développement organique et qui le sécurise. Et pour moi, c'était en quelque sorte la quintessence que nous n'avons pas précisé dans la discussion. Mais oui, nous avons besoin d'une voie organique de statuer une solution afin que ces technologies soient mises à contribution et que les apprenants soient toujours à l'épicentre de l'intérêt. Et quant à moi, je me suis donc mis dans le rôle d'un décideur. Je m'étais dit, mais que dois-je faire eu égard à cette ribambelle de sujets, mais en acheminant vers le développement organique, il faut statuer des critères extrêmement clairs, avec une focale tout aussi claire que ce que nous qualifions d'important, la sécurité donnée, les interactions, l'interconnectivité, etc. Cela aussi sera une voie à carrosser les prochaines démarches. Merci Claire. Eh bien, dès que tu évoques l'inclusivité ou l'inclusion, nous savons que le tout, bien sûr, est un pré très largement arpenté et qu'on a besoin donc d'un sentier organique. Ingrid Portnem-Kircher, quant à elle, est compétente du comité des donateurs, conçoit donc des capacités futuristes déterminant l'évolution. Merci beaucoup. Le premier message dont j'ai accusé réception de la part de cette session interactive riche en inspiration et de ces nombreuses expériences qui ont été partagées le long de 3 projets était donc la suivante, à travers l'Ukraine, à travers le Zimbabwe et à travers la Bosnie-Herzégovine. Force est de constater que nous nous sommes dit, c'est le contexte ambiant qui compte, donc il n'y a pas un marché d'emploi singulier. On ne peut pas se permettre de dire eh bien, ce marché d'emploi est complètement esselé. Non, le tout est dans un contexte superposé d'un contexte ambiant, social, sociétal, économique, financier et culturel. Nous n'avons pas besoin d'éléments génériques, mais il convient de mettre à contribution les particularités. Autrement dit, il s'agit de l'adaptabilité, une capacité du système dans son intégralité. Nous avons besoin de partenariats extrêmement solides et forts. Il y avait aussi une voix qui s'est levée du secteur privé qui avait dit il ne s'agit pas seulement du financement, il ne s'agit pas seulement donc de parler du marché d'emploi, il faut aussi agir par anticipation. Il faut prédicter quelles sont les facultés qui seront donc des prérequis de demain, ce qui à son tour entraîné des discussions extrêmement intéressantes, à savoir si le système et si les partenaires travaillent en action de concertation, eh bien c'est un processus itératif et durable à la fois, et la prédictabilité est extrêmement difficile. Il ne s'agit pas seulement des capacités en exclusivité, il faut que nous pensions des systèmes plus grands, plus superposés, plus courageux, mais focalisés sur des problèmes concrets simultanément. Presque un grand
grand écart. Nous avons une discussion très intéressante quant aux green skills, les capacités vertes écologiques, ainsi que la besogne verte et les postes verts, qui n'est pas la même chose. En d'autres termes, il s'agit de revaloriser des corps de métier sortants avec des connotations du marketing vert, et ce qui avait abouti à la concertation de compétences sociales. Et il y a aussi le développement des facultés qu'il faut évoquer, mais pour le marché d'emploi, pour l'employabilité, il faut aussi des contextes ambiants. Il est indispensable qu'il y ait aussi des conduites, des prédilections pour les carrières professionnelles. Il faut la coopération avec la parentalité, l'accessibilité des systèmes de financement, et il faut créer d'opportunités, de chances et d'avantages. Et Grit, tu es chronophage, je me dépêche. Je voulais vous donner une recommandation. Restez ouverts. Quel est le rôle des spécialistes en développement coopération? Nous ne sommes pas dans une tour d'ivoire, on n'est pas dans le gouvernail. Notre tâche est de fédérer les acteurs, d'apprendre, de faire rejaillir l'étincelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle présentation. C'était la session numéro 3. Et à l'heure actuelle, Megan Saou, consultant senior auprès de la Haute École Suisse pour la formation continue et professionnelle. Working Session numéro 4, focalisation commerciale des capacités et la compétitivité. Merci Claire. Oui, c'était donc très intéressant dans notre session numéro 4, avec beaucoup d'arguments, le rôle que revêt le secteur privé dans le développement de capacités socio-professionnelles. Il y avait un projet en Indonésie soutenu par le SECO, Ace for Ski, c'est-à-dire des skills pour la compétitivité dans l'acronyme anglais, où il s'agit de mettre à contribution le système binaire en Indonésie. C'était assez prometteur. De bons exemples ont été cités côté secteur privé, mais aussi pour celle du gouvernement qui promeut et facilite ce processus et qui donne un coup de main aux entreprises de participer aussi. Les associations professionnelles ont été interpellées, pas seulement pour la détermination des contenus et des énoncés, mais aussi quant à l'habilitation et quant à la sauvegarde de l'infrastructure indispensable. Les entreprises ne sont pas seulement des consommateurs de la capacité, mais aussi de créateurs de ces dernières, et pour les développer vers des horizons de l'avenir dans les secteurs concernés. Donc, il s'agit d'anticiper ces capacités, et les entreprises s'y prêtent au mieux, de développer quelles sont les évolutions qu'ils qualifient d'indispensables pour renforcer la compétitivité. Mais de façon mineure, on avait dit aussi les contributions quant à l'innovation. En Suisse, des études ont été faites afin qu'on comprenne mieux qu'en est-il du potentiel créateurs de capacités qui aboutissent à davantage d'innovation. Il y a des profils dans les professions, dans les entreprises, dans le monde universitaire. Nous avons aussi des capacités transversales et sociales qui sont aussi enseignées dans les écoles, dans les HES et dans les entreprises. Il y a donc cette grande diversité du profilage, et il y a aussi la courroie de transmission du savoir thésaurisé afin que les entreprises reprennent les meilleures pratiques du monde universitaire et qu'on le fasse aussi dans l'autre direction. En d'autres termes, coopération privée et publique nécessite son temps. Des progrès ont été faits. On se meut vers un système binaire aussi en dehors de Suisse pour une bonne formation, et le secteur privé peut jouer un rôle capital. Merci beaucoup. Merci pour le soulignement de l'importance des coopérations privées publiques. Un grand merci à notre rapporteur, à nos rapporteurs pour ces récapitulations très concises. Vous aurez remarqué que certaines citations vont s'y retrouver sur Twitter ce soir. Merci beaucoup. Je quitte la scène d'entente avec vous et je donne la parole à Lokina et Nora, mes co-animatrices de ce congrès. Un grand merci pour cette belle présentation. Comme vous le savez, nous avons un programme qui est aussi diffusé en ligne, et il y avait beaucoup de choses sur les réseaux. On n'a pas beaucoup de temps, à vrai dire,
pour partager toutes les opinions avec vous, mais toutes les questions seront retenues, toutes les réponses bien sûr aussi. Au-delà du forum, cela sera mis à disposition en ligne. Eh bien, j'espère que vous pouvez voir la question. Quelles sont les opportunités, les facteurs clés les plus importants qui découlent pour garantir un financement durable pour une formation de haute qualité? Une question emblématique qui représente tout un programme. Et dans ce domaine, il y avait donc une grande répartition. Il n'y avait pas un seul point qui aurait été plus important que les autres. Financement novateur, a-t-on noté, on nommerait créateur et novateur à la fois. Cela, nous l'avons déjà entendu sur la scénographie tout à l'heure, ou tout au long de l'après-midi. Et à l'heure actuelle, nous passons donc aux résultats de la session 2. Cette fois-ci, la question était de savoir qu'en est-il de l'inclusion dans la numérisation. Et dans ce domaine, aucune réponse était prépondérante par rapport à toutes les autres. Les réponses ne détonnaient pas dans le décor, elles étaient équilibrées, mais il s'agissait surtout de l'accessibilité de certaines technologies et des sources ouvertes aussi. Et quant à moi, je voulais mettre en exergue deux réponses que je qualifie de très intéressantes, à savoir l'accessibilité des structures pour personnes avec restrictions, recyclage de matériel technologique et aussi le rôle du collectif. Toutes ces réponses seront mises à disposition en ligne. Session numéro 3. Merci beaucoup. Voici donc là le slide indispensable. La question numéro 3, il s'agissait des opportunités de chance pour donc des facultés rompues à un bel avenir. Une nouvelle fois, là aussi, il y a beaucoup de mentions, beaucoup de réponses qui ont presque la même représentativité. Le plus souvent fut encore mentionné une formation continue, ininterrompue de bout en bout, ou du mentorage et du coaching. On parlait de soft skills, de ces capacités sociétales, sociales et culturelles dont les jeunes ont besoin pour relever les défis de l'avenir. Eh bien oui, je pense que nous pouvons en conclure que dans ce domaine, aussi en dehors donc des filières et des secteurs universitaires, on peut acquérir des compétences qui sont bonnes pour la carrière. Et passons donc à la session 4. Quelles sont donc les meilleures opportunités pour manifestement renforcer la compétitivité en fonction d'une bonne commercialisation? On évoquait la coopération multidisciplinaire, mais par la suite, il faut aussi dire des accélérateurs, un fonds du commerce, une optique, le rôle capital du secteur privé auprès de la transformation vers une écologie industrielle et aussi le réseautage entre des partenaires et des titulaires. Il y avait aussi d'autres réponses que nous ne pouvons citer que dans le siège en ligne de ce forum. On est en train donc de nous éloigner d'un paradigme de linéarité vers un collectif qui est collaboratif, coopérateur et qui est en interconnexion. On apprend toute une longue vie durant. Merci. À l'heure actuelle, mesdames et messieurs, nous passons à la dernière partie de notre forum, de notre conférence, et j'invite notre amphitryon d'aujourd'hui, le conseiller fédéral Ignacio Cassis. Vous avez la parole, monsieur le conseiller fédéral. Liée humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mesdames et messieurs, chers invités, vous avez reconnu derrière moi, à côté de moi, l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. J'apprécie cet article, car il lie deux éléments essentiels à mes yeux: l'éducation et la liberté.
Chaque individu, chaque enfant a droit à l'éducation, afin de pouvoir choisir librement sa voie, afin de disposer des moyens nécessaires pour nourrir son potentiel. Je suis convaincu que le succès et la prospérité des nations, ici et ailleurs, dépendent de cette liberté fondamentale. Liberal nations have integrated this dynamic of knowledge. Des sociétés libérales ont intégré ce dynamisme du savoir en permettant à leurs citoyens d'être libres et d'être indépendants et de participer de façon intégrale dans la prospérité et dans la transparence de la société. Le système politique que nous avons en Confédération suisse, eh bien, a pris ce modèle et il lui tient à cœur. Cela promeut une éducation qui nous métamorphose en citoyens responsables qui ont aussi un sens profond dans leur action. C'est ainsi que notre pays fonctionne, mesdames et messieurs, et il se tire plutôt bien d'affaire. Dans l'éducation, nous avons toujours quelques voies à pénétrer. Quelques 900 000 filles et garçons se sont rendus dans leur classe d'école obligatoire. Ce même mercredi, dans le monde, 222 millions d'enfants touchés par des crises n'ont pas un accès régulier à l'éducation. Ce chiffre a même triplé ces 5 dernières années. Nous faisons face à une crise globale de l'éducation. Cette crise nous concerne évidemment tous et plus particulièrement l'écosystème du développement et de la coopération. Sans éducation, mesdames et messieurs, il n'y a pas de développement. Without education, there can be no development. Développement sans éducation. Et l'éducation, dans la deuxième édition du forum, est donc important. Et je vois beaucoup ici qui discutent un des grands challenges de notre siècle. Eh bien, pour ce qui est de cette éducation, et c'est quelque chose qui est bien exprimé, la formation, eh bien, ne peut pas attendre. Il faut l'appliquer immédiatement. Je me félicite, eh bien, de saluer demain des invités des 4 coins du monde, ensemble et d'un commun accord avec nos amis qui procèdent d'Education Cannot Wait. Nous n'allons pas du tout attendre ni cultiver les calendes grecs pour multiplier nos éléments pour le développement durable. L'engagement pour la formation est toujours un investissement. La formation est une des tractions les plus importantes de la prospérité. Uniquement par ce biais-là sera-t-il possible que des nations qui ont des problèmes peuvent être reconstruites et peuvent cingler vers un meilleur horizon. Considéré actif. Mais pourquoi investit-on dans ce petit pays sans matières premières et sans accès à la mer? Pourquoi investit-on dans un pays qui, au XIXe siècle, a été touché par des crises économiques et sociales, par la pauvreté et même par la faim? Un pays qui a vu nombre de ses citoyens contraints d'émigrer vers le Nouveau Monde. Pourquoi la Suisse est une des nations les plus innovantes au monde? Cette capacité d'innovation, nous la devons à la place que nous avons donnée à l'éducation dès la création de la Suisse moderne au XIXe siècle. L'attractivité d'un pays dépend en grande partie de la disponibilité et de la qualité de sa force de travail. Comme vous pourrez le découvrir ici à ma droite, ceux qui nous traitent de paradis fiscal ont largement tort. Si la Suisse est un paradis,
c'est un paradis de l'éducation. Nos autres écoles, mais aussi notre système de formation duale dont on vient d'entendre parler, qui allie éducation de base et formation professionnelle, sont devenus une source d'inspiration reconnue partout dans le monde. Ladies and gentlemen, the state. Mesdames et messieurs, eh bien, l'État doit donc statuer le droit à une éducation basale. Eh bien, ça, c'est évidemment une prise de position qui a démontré que c'est un moyen très efficace pour faire régner les lumières, l'éclairage républicain. Et comme vous l'aurez remarqué, les ténèbres ne sont jamais très, très loin de notre porte. Qu'à cela ne tienne, l'affût de solutions ne peut pas uniquement manifestement être laissé à des États et à des organisations internationales. Le secteur privé ainsi que les corporations de droit public font partie du grand tout superposé. Tout le monde a tout intérêt manifestement à ce qu'il puisse bénéficier de personnel bien qualifié et bien formé. Des solutions pour l'accessibilité de la formation, de les trouver, de les développer. On a besoin d'universitaires, de diplomates, de spécialistes de la pécuniosité, des organisations non gouvernementales, des politiciens et des philanthropes. Et tous ceux, et vous aussi, vous qui êtes ici dans cette salle. C'est cela, le fond de commerce et la légitimité du forum, agir et penser pour que les choses changent. Mesdames et messieurs, mes très chers collègues, réunir nos méthodes, fusionner nos connaissances et anticiper les trends futurs. Ensemble, nous avons ouvert le débat pour repenser l'éducation out of the box. Ensemble, nous devons désormais le faire progresser partout dans le monde. Et si nous n'y arrivons pas du premier coup, alors il faudra, comme Samuel Beckett l'a dit, essayer encore. Ever tried, ever failed. No matter, try again, fail better. La tâche est immense. Ne baissons pas les bras. Il en va de notre futur. Merci de votre attention. Thank you very much, Federal Councillor, indeed, for those words that there can be. Un grand merci pour donc votre contribution quant à l'importance de l'éducation en Suisse et que jamais l'éducation ne peut entendre. Et c'est pour moi un grand plaisir de transmettre la parole à Atoka Zuno, le directeur du département pour la formation 2030 auprès de l'UNESCO. Vous avez la parole. Thank you, Claire. Excellencies, ladies and gentlemen. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis très honorée et je voudrais dire au nom d'UNESCO combien j'apprécie ce forum innovateur pour l'éducation, pour l'avenir. C'est le bon moment. En 2020, le sommet sur la transformation de l'éducation a été organisé. Il s'agissait de parler des différents types d'éducation et comment le mettre sur l'agenda politique. Pour la première fois, les pays, les organisations des Nations Unies, les enseignants, la société civile, etc., se sont rencontrés pour lancer l'action. Ils ont envoyé un message urgent. On ne peut pas revenir à business as usual, ce n'est pas possible. Alors, l'avenir de l'éducation doit nous aider à créer de nouveaux systèmes de l'éducation pour transformer notre relation les uns avec les autres, avec le passé et avec la technologie. La recherche et l'innovation font partie de tout cela et c'est critique. C'est pour cela que l'UNESCO
mène des efforts pour qu'on puisse trouver de nouvelles voies pour l'éducation. On parle donc de l'éducation du futur, de l'alphabétisme de l'avenir, et il s'agit aussi de promouvoir les droits de l'homme. Là, il y a les étudiants, les enseignants et les parents qui sont demandés. Et puis, souvent, nous nous focalisons de façon trop étroite, mais il faut aussi penser aux mouvements sociaux, les jeunes gens et d'autres qui sont souvent laissés de côté des grandes discussions que l'on mène. Mesdames et messieurs, parmi les différentes priorités importantes, il y a 3 domaines qui sont importants et on l'a entendu cet après-midi. Il doit y aussi avoir un dialogue sur l'éducation, donc l'éducation du futur. Le premier danger de notre temps, c'est le changement climatique. Nous nous rappelons les mots du secrétaire général de COP27 de l'année dernière quand il a parlé du changement climatique et à la lutte pour la survie. Mais il n'y a pas tous les pays qui ont cela dans leur cadre éducatif. Donc, il faut vraiment y aller et puis répondre aux demandes des jeunes gens et puis suivre la déclaration des jeunes. Et l'UNICEF a maintenant un partenariat par rapport à l'environnement. Et puis, il faut donc avoir des écoles plus vertes. On veut aussi avoir des systèmes éducatifs qui prennent ça en compte. Et puis, il faut y avoir des sociétés qui sont résilientes face au changement climatique. Deuxièmement, il faut aussi avoir des enseignants qui sont vraiment motivés. C'est pour cela que UNESCO a donc lancé un programme pour soutenir les enseignants. Et donc, on veut s'assurer à ce que les meilleurs candidats soient choisis. Et en décembre cette année, on va donc publier le premier rapport sur l'enseignement mondial qui montre aussi combien manque de bons enseignants. Et troisièmement, il faut aussi avoir une bonne santé pour pouvoir apprendre comme on peut. Et donc, ça, c'est aussi un projet qui est important pour l'UNESCO. Donc, plus de 30 millions d'enfants en Afrique et ailleurs ont pu améliorer leur santé sexuelle et productrice. Et là, cette initiative a été élargie pour aussi toucher 280 000 élèves un peu partout en Afrique. C'est une approche importante et c'est quelque chose que l'on doit prendre en compte. L'Excellence, mesdames et messieurs, il faut vraiment transformer l'éducation pour le futur. L'UNESCO se réjouit de pouvoir travailler avec vous tous et toutes pour vraiment bâtir sur les promesses que l'on fait aujourd'hui. And thank you very much to our speaker. Merci beaucoup. C'est donc UNESCO qui est important dans ce domaine. Maintenant, je donne volontiers la parole à Lukina pour la prochaine session. So we will now... Eh bien, on va entendre maintenant une déclaration vidéo. Mikhail Fedorov, ministre député de l'Ukraine, à l'âge de 32. C'est un leader qui peut nous inspirer. À cause de la guerre, on a seulement reçu la vidéo ce matin. Nous sommes très honorés d'avoir ce message à partager lors de ce forum. Oui, bien bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de pouvoir être parmi vous, malheureusement seulement par écran interposé. Donc, la guerre dure presque une année déjà en Ukraine et on continue à travailler pour garder les magasins ouverts, soutenir le militaire et aider les enfants de pouvoir continuer à apprendre. Donc, il faut vraiment que cela soit possible, simple et aussi sûr que possible, évidemment aussi avec l'aide de la technologie. Tout cela a commencé avec la pandémie du COVID-19. En 2020, on a vu combien il était important d'avoir la numérisation dans l'éducation. Donc, nous avons lancé cela dans l'éducation pour que les enfants puissent facilement apprendre à distance. Et avec l'invasion qui est arrivée, cela nous a aidés à continuer
à adapter l'éducation aux nouvelles réalités. Donc là, c'est parfois la seule opportunité pour les enfants de continuer à apprendre grâce à ce programme étatique. On veut aussi s'assurer à ce que les enfants soient sûrs quand ils apprennent avec les entreprises télécom. On a commencé un projet apprendre dans les bunkers. Donc, il est important que les élèves puissent continuer à tous les niveaux à apprendre, même quand il y a des urgences et des dangers. Et c'est important pour nous tous et toutes. Maintenant, il ne faut pas oublier l'éducation non formelle, une tendance qui permet justement à trouver un nouveau métier dans quelques mois seulement. Et donc, c'est quelque chose qui peut être très efficace. Avec cette guerre, des millions d'Ukrainiens n'ont plus eu de travail. Et pour aider les gens à obtenir un nouveau métier, tout en pouvant soutenir l'industrie de numérisation, nous avons aussi lancé un projet. Et là, il y a donc des cours qui sont proposés par des écoles. Ce projet fait partie d'une réforme informatique et cela va permettre d'enseigner à des milliers de nouveaux talents. Donc, 200 000 Ukrainiens vont pouvoir choisir un nouveau métier grâce à ce projet. Et c'était donc très important de développer ce projet car il y a eu des centaines de milliers d'applications qui ont vu le jour pour ce faire. Et dernièrement, en ce qui concerne l'éducation, il faut que je mentionne la plateforme pour le développement de l'alphabétisme. C'est une sorte de matrice éducationnelle qui montre des mini-séries et qui permet aussi à atteindre des gens plus âgés qui n'ont jamais été intéressés par la technologie. Et étape par étape, ils vont justement apprivoiser le monde numérique. En 3 ans, on a eu plus de 1,5 million de gens qu'on a pu atteindre. Et maintenant, on veut encore élargir cela. Et cela sera une opportunité pour vraiment apprendre un métier, par exemple, pour réparer des objets ou devenir esthéticienne. Donc, les gens peuvent vraiment apprendre un nouveau métier. Et les gens qui ont déjà une formation peuvent encore avoir une formation continue. Et cela est important. Notre nation veut justement proposer de nouvelles opportunités à tous ces talents. Thank you very much. Merci beaucoup. Il était très important d'entendre ce message. Quand on parle de l'éducation par rapport aussi au développement durable, les jeunes sont bien sûr des acteurs très importants. C'est pour cela que j'aimerais saluer Patricia Dancy qui va parler à la nouvelle génération. Thank you very much. Merci beaucoup. Oui, effectivement, il y a là 3 jeunes gens qui sont parmi nous et qui vont partager avec nous les leçons qu'ils ont apprises, donc Doula de Syrie, Charlotte de la Chine et du Canada et Mohamed, qu'on a déjà vu, mais on a dit qu'il fallait plus de Mohamed dans ce monde. Donc voilà, on a des gens très engagés, des jeunes gens, et je vois que vous avez tous le même t-shirt. Et qu'est-ce que cela veut dire? Oui, merci beaucoup. Celui-là est pour vous.
Merci. On le partage volontiers avec vous. Merci. OK. Ce qu'on ne fait pas assez quand on est dans le service public, on est dans le développement, on ne se met pas suffisamment à votre place, n'est-ce pas? Alors, je mets votre T-shirt dans ce sens. Thank you. Merci beaucoup. Voilà, j'ai l'air plus jeune tout à coup. Eh bien, vous allez peut-être nous dire un peu plus sur comment vous vous sentez ici. Qu'est-ce que vous avez appris ou quelles sont les leçons apprises? Soyez honnêtes. Il y a là des gens du secteur privé, public, les ONG, etc. Donc, vous pouvez être tout à fait honnête avec nous. Alors, peut-être d'abord les dames. Bonjour. Bien, bonjour, mesdames et messieurs. Patricia, madame la directrice, nous sommes vraiment très honorés d'être ici avec vous et partager le même T-shirt. Donc, Charlotte Chine, je suis une artiste de Chine et du Canada. Cela fait 3 ans que je suis en Suisse en pratiquant mon art. Et en tant qu'artiste, je pense que je dois aussi éduquer les gens, car l'art, c'est le langage des émotions. Et l'art nous rend plus sensibles vis-à-vis de l'écologie, vis-à-vis de la douleur des autres, vis-à-vis des autres pays dans le monde. Et en tant qu'artiste, mon message et ma mission consiste à vraiment vous rendre conscient de l'eau. Car l'eau n'est pas juste une ressource, une commodité qu'on doit prendre comme évident, comme donnée. Non, l'eau a une longue histoire. C'est même lié aux origines de l'humanité, des civilisations, des cultures et des religions. Donc, mon message à vous tous et toutes est prenez soin de notre eau. Et, dernièrement, nous représentons le mouvement de 1 million de jeunes. Donc, à travers ce mouvement, on se connecte à d'autres ambassadeurs pour les jeunes dans le monde. Avec cela, je passe la parole aux autres. Maintenant, pour ceux qui ne suivent pas ce que font les jeunes, donc ce défi 1 million de jeunes, c'est un défi qui rassemble vraiment 1 million de jeunes du monde qui veulent faire quelque chose de façon différente. Et ce mouvement a donc ces 3 représentants ici devant vous. Abdullah, dis-nous peut-être ce qui est important pour toi et ce que tu vas ramener en Syrie. Bon, j'aimerais vous remercier de cette opportunité. En tant que Syrien, après ces 12 ans de guerre et 5 ans de sanctions, j'ai quand même l'opportunité d'être ici et c'était dur, je dois vous dire. Et je suis pharmacien. Et la pharmacie m'a permis de combiner des ingrédients, mais ces ingrédients ne sont plus trop là dans le pays à cause des sanctions. Alors, même s'il y a eu, oui, il y a même eu des manques d'un point de vue économique. Donc, ce que j'aimerais ramener à mon pays, j'aimerais ramener de l'espoir. L'espoir comme quoi la communauté internationale va nous aider à retrouver nos ressources, qu'on puisse collaborer, qu'on nous écoute et qu'on reste fidèle à notre cause et de nous aider pour qu'on puisse effectivement retrouver ce qu'on avait auparavant. Après cela, je suis très heureux de dire que je suis heureux que vous nous écoutez, car nous, les jeunes, nous allons créer l'avenir, nous avons des idées, nous avons besoin d'aide et nous pouvons aussi aider. Alors écoutez-nous, s'il vous plaît. Merci, Abdullah. Mohamed, le Ghana, c'est votre pays.
Maintenant, vous êtes ici en Suisse, vous avez entendu parler du système éducatif en Suisse, comment cela fonctionne, ce que ça fait pour les jeunes. Maintenant, qu'est-ce que vous allez ramener au Ghana? Qu'est-ce que vous voulez qu'on entende de votre part? Merci beaucoup. Je suis très reconnaissant de faire partie de ce groupe et je crois qu'il est important de partager des idées et de se laisser inspirer. C'est pour cela aussi que je suis là. J'ai vraiment bien écouté les jeunes gens d'ici, les différentes organisations, les politiciens qui parlent beaucoup de l'éducation, c'est vrai. Et j'ai vraiment trouvé de l'inspiration. Et j'aimerais prendre ça en considération quand je rentre au pays. J'aimerais prendre le savoir que j'ai pu glaner ici et je voudrais essayer de l'utiliser chez moi pour partager ces différentes informations avec les jeunes, avec ma communauté et avec le pays en tant que tel. C'est cela que je prends dans ce forum et je suis vraiment très reconnaissant de cela. Merci beaucoup. Eh bien, vous avez la possibilité de vous projeter dans l'avenir d'ici 10 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir acquis dans votre pays avec les jeunes autour de vous, qui sont peut-être un peu moins jeunes, et qu'est-ce qui va avoir changé grâce à vous? Tout d'abord, j'aimerais une vie où il n'y a plus de frontières en Syrie, donc plus de limites par rapport au site web, que je peux vraiment faire tout ce que je veux comme ici. J'aimerais être avec mes étudiants dans cette faculté de pharmacie à l'université de Damas, où je suis superviseur aussi du laboratoire et je vois combien on peut inventer. Il y a beaucoup d'idées parmi la jeunesse et j'aimerais vraiment leur donner l'opportunité d'avoir la meilleure éducation possible et qu'on puisse avoir l'investissement et la technologie qu'il faut pour qu'ils puissent aussi donner au monde. Nous cherchons à reconstruire notre pays et nous avons la technologie du monde entier. Et j'aimerais avoir un monde sans frontières pour que l'on puisse vraiment être responsable, qu'on ait les mêmes droits que tout le monde ici dans cette salle. Merci beaucoup. Charlotte, d'ici 10 ans, où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous avez changé? Et où est-ce que vous en êtes? Eh bien, maintenant je suis à Genève et dans les 3 dernières années, j'ai travaillé avec des groupes de jeunes sur une initiative sur l'eau, également avec les Global Shapers. C'est une initiative du World Economic Forum. Ensemble, nous avons créé un mouvement géré par les jeunes pour l'art des citoyens. Comme la science des citoyens, c'est ici l'art citoyen des passionnés de l'eau. Nous avons donc cette communauté qui parle de l'eau et l'initiative veut justement amener de l'émotion quand on parle de l'eau. Et même des émotions non confortables doivent être exprimées, notamment le fait du changement climatique qui nous fait perdre nos glaciers et puis nous créons aussi de plus en plus de problèmes pour nos rivières. On essaye de guérir l'environnement et en même temps on continue à l'endommager. Donc toutes ces décisions, toutes ces actions doivent venir du cœur et c'est pour cela qu'on a lancé cette initiative
et on continue à l'offrir au monde. Aujourd'hui, je peux parler de cela devant ce public et le mois prochain, on essaie de l'amener à la conférence sur l'eau des Nations Unies. Donc, on essaie vraiment de mettre l'eau au centre, un sujet qui est tellement important. Nous sommes l'eau. L'eau est la vie. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se soucier de l'eau? Mohamed, tu connais la question? Vas-y. Oui, je viens du Ghana, comme vous le savez. Et nous avons aussi pas mal de défis. On a le changement climatique. Oui. Et puis, il y a des feux de brousse qui détruisent pas mal d'hectares de terres agricoles chaque année. Ça, c'est vraiment un grand problème au Ghana, surtout de là où je viens, du nord du Ghana. Là, il n'y a jamais une année qui passe où il n'y a pas un feu de brousse, des feux de brousse qui affectent les agriculteurs. C'est vraiment un très grand défi. On ne fait peut-être pas beaucoup de notre côté. On essaye de rendre conscient que les feux de brousse sont liés au changement climatique. Et je crois qu'il va y avoir un changement dans ces feux de brousse alors que je vous parle. Et puis l'eau et l'hygiène, c'est quelque chose de très important chez nous aussi. Donc les égouts, l'eau, dans beaucoup d'écoles et communautés, il n'y a pas assez d'eau potable, de l'eau pure. Et ce que je voudrais maintenant, si j'avais l'opportunité, je ferai des forages, je récolterai les eaux de pluie pour les écoles, pour les communautés, pour qu'on ait de l'eau potable qui est sûre. C'est ça qui est important pour moi. Merci beaucoup. On entend parler des jeunes gens qui se soucient de l'environnement, le climat, l'eau, vous l'avez mentionné. Et maintenant, je vous donne un titre. D'ici 20 ans, vous êtes le ou la ministre de l'Éducation dans votre pays. Quelle est la première action que vous entreprenez? En Syrie, d'abord. En Syrie, la première chose que je ferai en tant que ministre de l'Éducation est d'obtenir l'équipement qu'il faut pour les Syriens, car j'ai dit qu'il y avait des manques de ressources. C'est ça qui crée des limites et des frontières. Et c'est important pour l'éducation. Malheureusement, je ne peux pas vraiment oublier les victimes du dernier tremblement de terre. J'essaie vraiment de répondre à votre question, mais en même temps, je voudrais dire à ces victimes du tremblement de terre, à leurs âmes, restez en paix. On n'a pas eu les efforts qu'il faut, l'aide qu'il faut, alors on se sent vraiment mal par rapport à cela. Et en tant que ministre, d'ici 20 ans, je vais écrire chaque nom de chaque victime. Je vais leur dire combien ils étaient courageux. Et il y a un nourrisson qui a survécu 180 heures sans nourriture, sans lait, et il a été sauvé. Merci beaucoup. Charlotte, vous, en tant que ministre de l'Éducation dans 20 ans, eh bien, j'ai d'abord été très excitée à m'imaginer ce que je ferais, mais en même temps, je me suis aussi sentie très triste, car d'ici 20 ans, je ne sais pas si je vais avoir des enfants et je ne sais pas si mes enfants pourront voir ce que je vois maintenant en Suisse avec les montagnes, avec l'eau. Alors,
Si c'était à moi, si j'étais ministre de l'Éducation, je voudrais vraiment soutenir l'eau dans le monde. Je voudrais m'occuper de l'eau. Je voudrais que les femmes et les enfants soient les gardiens de l'eau et qu'on leur donne tout ce qu'il faut pour protéger notre écologie et nos foyers. Merci beaucoup, Charlotte. Mohamed, ministre de l'Éducation au Ghana dans 20 ans. Si j'avais l'opportunité d'être le ministre de l'Éducation au Ghana, je m'assurerais d'augmenter le budget pour l'éducation afin qu'on puisse vraiment s'atteler à pas mal de choses, notamment l'éducation des enfants. Et je me focaliserai aussi plus sur l'éducation technique et professionnelle. Si j'étais le ministre de l'Éducation, cela serait mon rôle et je m'assurerai de faire cela parmi d'autres thèmes, bien sûr, aussi. Merci, merci beaucoup à vous tous et toutes. On peut applaudir Doula, Charlotte et Mohamed. Donc, l'avenir est dans vos mains. Il faut y croire. Vous pouvez transformer le monde. Vous pouvez revenir, retourner au pays et faire des changements. Merci beaucoup. Un grand merci pour avoir partagé vos pensées avec nous. Merci pour la discussion très passionnée, pour ce partage passionné. Je suis très ému. Peut-être avez-vous constaté que cette année 2022 très importante, pas seulement notre forum ici, mais il y aura donc aussi le congrès d'éducation qui va se tenir, où la Suisse participe aussi, où nous sommes co-anfitrions d'entente avec la Colombie, la Norvège, la République du Niger et le Soudan du Sud. Et je prie maintenant de monter sur scène. Si vous voulez bien vous joindre à moi, ainsi que la directrice exécutive de Education. Cannot wait, Mrs. Sheriff. Quel honneur de vous avoir aujourd'hui avec nous. Nous avons déjà entendu un message inspirant du point de vue du Sud-Soudan. Et je sais que le Niger est également un exemple d'un pays qui a mis l'éducation au centre de ses priorités, qui a réussi à faire de grands défis, notamment de l'accès à l'éducation formelle, une opportunité. Avec le soutien, entre autres, de la Suisse, tant au niveau financier que de l'expertise, un programme a été d'abord implémenté, prototypé, et puis a été établi comme initiative nationale. Donc nous nous réjouissons beaucoup d'entendre un peu plus sur ce projet de votre part, Votre Excellence. Merci beaucoup, Madame la maître de cérémonie. Je commencerai d'abord par présenter le Niger. J'ai vu que l'auditoire est très grand et peut-être beaucoup ne connaissent pas le Niger. Le Niger est un pays sahélien qui se situe en Afrique de l'Ouest. Il est à la limite entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. C'est un pays très vaste qui a 1 267 000 km² avec une population de 25 millions d'habitants, dont 75% de la population est âgée de moins de 25 ans. Donc c'est une population qui est très jeune. Le Niger a un système effectivement éducatif qui, je peux citer quelques chiffres un peu édifiants pour aller très vite. En 2022, nous avons enregistré 4 173 000 inscrits au niveau du cycle du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi parallèlement, nous avons 4 644 000, bien sûr, qui sont hors école. Bien sûr. Ce système éducatif, il est caractérisé par 4 défis. Le premier défi, c'est l'accès et l'équité. Le deuxième défi qui le caractérise, c'est la qualité de la formation.
vu le nombre, bien sûr, de non-inscrits que nous appelons communément hors école, bien sûr, le troisième défi, c'est l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Et le quatrième et dernier défi, c'est la gouvernance. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré de cette opportunité que vous m'offrez d'évoquer avec vous une thématique aussi importante que celle de l'éducation non formelle pour la prise en charge des enfants hors école, objet d'un programme de coopération très fructueux et de longue date entre la Suisse et le Niger. Dans le cadre particulier de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, la coopération suisse finance un important programme dénommé Programme d'éducation alternative des jeunes, communément PEAJ. La principale mission de PEAJ est de construire un dispositif éducatif inclusif pour les jeunes non scolarisés et déscolarisés qui sont âgés de 9 à 14 ans. La première phase, qui a eu lieu de 2015 à 2018 avec 200 centres communautaires d'éducation alternative des jeunes, que nous appelons communément CCEAJ, bien sûr, a permis de récupérer 12 000 jeunes filles et garçons dont la majeure partie a été préparée pour la formation professionnelle et vers la vie active. La seconde phase, qui s'est tenue de 2019 à 2022, en cours, elle vise jusqu'à 16 000 jeunes avec 315 CCEAJ. Du côté du ministère de l'Éducation nationale, la coordination de l'ensemble des activités de ce programme est assurée par le secrétariat général. L'intérêt du gouvernement pour ce programme a conduit le ministère de l'Éducation nationale à attribuer pour 4 millions le CHF, bien sûr, soit 20% du budget global du programme à travers la prise en charge de la rémunération des enseignants, malgré leur effectif très insuffisant par rapport aux besoins globaux des écoles publiques du pays. Au regard des résultats très probants de la phase pilote, nous avons identifié des centres communautaires d'éducation alternative des jeunes comme un moyen efficace de prendre en charge les enfants âgés de 9 ans à 14 ans qui sont déscolarisés ou non scolarisés et de leur fournir les outils nécessaires à une vie professionnelle active ou de les orienter vers le système éducatif formel. C'est pourquoi en avril 2022, le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr, a procédé à l'institutionnalisation du dispositif CEAJ. L'État du Niger mobilise et prend en charge depuis 2015 les 315 enseignants pour la construction de cette alternative éducative avec un engagement fort du ministère de l'Éducation nationale pour l'atteinte de ces objectifs importants et la préparation pour sa mise en échelle au niveau des 8 régions qui composent le Niger. Je voudrais très vivement vous inviter à accompagner techniquement et financièrement le Niger dans sa noble mission au profit des enfants en dehors de l'école, en particulier les filles. Je termine en partageant avec vous cette situation du président de la République du Niger, son Excellence, M. Mohamed Bazoum. Je le cite, « La compétition entre les nations est tout simplement la compétition entre les systèmes éducatifs. » Et comparaison pour comparaison, c'est ça la clé de réussite du système éducatif suisse. Merci. Fantastique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces remarques. Mrs. Sheriff, as we announced, there is an important conference coming up. Could you Est-ce que vous pouvez nous dire un peu davantage en ce qui concerne la coopération avec la République du Niger et en quoi cela consiste? Est-ce que le micro fonctionne? C'en a tout l'air. Oui.
En Niger, c'est très très important. Nous sommes avec vous. Merci beaucoup, Your Excellence. So I will do this in English. I love the French language. Education cannot wait. L'éducation ne peut pas attendre. Eh bien, nous sommes le Fonds global pour... Et très précisément, cela avait été déjà décidé en 2016. Nous sommes tout à fait reconnaissants au Conseil fédéral suisse, à toutes les autorités. Un grand merci, Monsieur le Conseil fédéral Cassis, puisque vous vous êtes révélé donc un pilier de soutien inébranlable dans beaucoup d'affaires et à bien des égards. Force est de constater, nous avons donc fait ce centre d'entente avec Education Cannot Wait ici à Genève, un centre de compétences, la ville qui abrite aussi l'ONU, et il est très important que nous ayons une bonne présence à Genève. C'est hautement symbolique et politique à la fois. Nous soutenons bien sûr la réforme de l'ONU, que tout le monde travaille dans le cadre du même programme, mais aussi dans les pays assortis à de grandes conflictualités où des catastrophes climatiques ont déjà eu lieu, où des personnes ont été répudiées ou expulsées et beaucoup de réfugiés. Depuis 2017, nous nous sommes mobilisés et nous avons investi 1,3 million de dollars pour notre fonds avec quelques 800 millions de dollars supplémentaires grâce à d'autres sources de plusieurs pays, pour des pays comme la République du Niger, la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, mais aussi certains pays du Proche-Orient, des réfugiés du Venezuela, des filles en Afghanistan. C'est pour nous donc une priorité énorme suite à la prise de pouvoir des talibans. Et surtout, nous avons aussi eu donc un guichet d'urgence pendant la pandémie. Là, nous avons réussi à faire en sorte que 30 millions de jeunes et d'ados fussent soutenus et nous aimerions renforcer ce système, le relancer, favoriser, sauvegarder l'inclusion. Nous aimerions aussi avoir une approche holistique, habiliter les enseignants, faire des filières de formation, sauvegarder de l'infrastructure, mettre à disposition l'eau, la santé mentale et psychique. Nous avons réussi de faire en sorte que 7 millions de jeunes et d'ados fussent soutenus et secourus. Et dans 40 pays différents, qui étaient donc acculés au mur de la crise, nous avons donc dit que nous investirons 7 millions de dollars afin que les mesures en Syrie soient soutenues après donc ce séisme absolument délétère auprès de cette population juvénile qui depuis 12 ans est déjà martyrisée par la guerre civile et qui ne connaît que des conflits, des guerres, de la violence. Comme conséquence, si j'ai encore quelques minutes, c'était la deuxième question, j'aimerais dire ce qui suit. En ce qui concerne cette conférence extrêmement importante de notre pays et aussi pour la conférence de demain, je tiens à dire que demain, nous aurons cette conférence et nous espérons que le secteur privé sera bien représenté. Mais encore une fois, aujourd'hui, notre distingué amphitryon, le Conseil fédéral suisse et d'autres autorités, et le message que je retiens, eh bien, comme message principal, c'est que le pouvoir du secteur privé et la coopération avec ce secteur vont faire en sorte que d'autres contributions seront faites. Nous aimerions habiliter les jeunes gens, notamment dans des situations de conflictualité et de catastrophe, d'assumer leurs responsabilités. Si le secteur privé fait preuve d'un droit d'urgence avec des ressources, avec des partenaires aussi, grâce au soutien du Conseil fédéral suisse, entre autres, je pense que la Suisse est un exemple digne de réflexion et d'imitation en matière de systèmes de formation qui sont vivaces, en coopération avec le secteur privé, surtout dans les pays concernés. Nous pouvons sauver le monde, nous pouvons sauvegarder l'égalité et œuvrer pour le paix et pour la sécurité. On a besoin du secteur privé pour un monde meilleur. Voilà ce que je retiens de cette belle conférence. Merci beaucoup. Un grand merci pour ces mots. Vous avez franchi le pont sur la rivière, à vrai dire, entre donc ces deux conférences. Si vous pouvez donner un message aux générations futures et à toutes les personnes qui s'engagent pour une éducation de qualité, quel est le message que vous souhaiteriez leur donner? Le message que je voulais lancer, bien sûr, d'abord à l'endroit, bien sûr, de ce programme que nous développons avec la coopération suisse, c'est de prendre en compte les résultats du PAIGC et d'autres interventions pour finaliser
la stratégie de prise en charge des enfants hors école, qui sont très importants effectivement dans notre pays. Aussi, j'aimerais terminer ces propos en disant le meilleur investissement à faire au monde, c'est l'investissement sur, bien sûr, le développement de l'éducation. Bien sûr, c'est avec l'éducation qu'on peut effectivement façonner l'humanité pour avoir des sociétés harmonieuses qui travaillent, bien sûr, en concert avec effectivement les autres peuples et asseoir un développement qui peut être partagé par tous. Merci. Absolument. Merci beaucoup. Thank you so much, Mrs. Sheriff. Merci, Votre Excellence. Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour la conférence qui vient et merci pour nous avoir donné un aperçu de votre engagement. Merci. Tout le meilleur. Merci beaucoup. Et nous arrivons à la fin. Ce n'est que le début. C'est une partie du chemin sur lequel on se trouve pour améliorer l'accès à l'éducation pour toutes et tous. Et le mot de la fin va à Madame Dancy. Le mot est à vous. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you for everyone who has actually worked behind the scenes also to make this conference happen. I'm very glad that we had managed to convene here. Merci d'être venu à Genève. Genève, donc, rime avec éducation et humanisme. Je me félicite que nous nous soyons rencontrés à Genève. C'est bien sûr un haut lieu, notamment pour des cas d'urgence. Et il y a une certaine différence si nous serrons les coudes et si nous pensons ensemble. Là, nous allons faire la différence entre le petit quotidien et le futur renouvelé grâce à nos efforts, grâce à nos partenaires. J'espère que cette inspiration et que cette motivation, vous allez la porter dans votre cœur, que vous allez la pérenniser, parce que le travail ne fait que commencer dès que la conférence aura pris sa fin. Nous avons fait plusieurs constats. Nous avons accusé réception d'approches novatrices dans les ateliers et dans les sessions parallèles qui étaient riches en inspiration, mais il faut de la motivation et il faut surtout de l'engagement itératif de tout un chacun, de toute une chacune parmi nous. Nous sommes tous élémentaires. Je vous mets, mesdames et messieurs, en stabulation libre les prochaines discussions de demain. Et si ce soir, vous avez quelques heures de congé, si vous voulez faire partie de notre convivialité, eh bien, je vous invite à un coup de lait de prier, à un apéro pour vous renforcer pour tous ceux qui vont vous guetter. Merci beaucoup. Un grand merci pour ces propos, un grand merci pour ce colloque. Quel est le message que tu retiens ce soir? Eh bien, j'ai beaucoup appris. C'était riche en inspiration en matière de coopération intersectorielle, tous les gouvernements, toutes les instances, avec les ONG, avec aussi nos concitoyens. On se meut tous un peu dans la même direction, celle du progrès. Nous avons le même objectif. Quant à moi, j'étais inspiré par toi, Charlotte. Merci. Eh bien, cela me rappelle une chose, c'est que d'une part, nous devons agir de façon émotionnelle. Il ne faut pas seulement être tributaire de l'intellect. Laissons parler notre cœur et parfois ouvrons notre âme. Une petite fenêtre ouverte sur le vaste monde. Sortir de tout cloche-merlisme. Beaucoup de choses sont intéressantes, mais il faut sauter le pas aussi de façon émotionnelle et se mettre en corrélation avec tous les éléments qu'il faut donc animé. Je pensais aux soft skills, les compétences sociales, comment on peut les transmettre, ou je pensais aussi aux instrumentaires numériques qui doivent donc suffire à la condition humaine. Tant d'approches de développer dans le cadre de ce système, c'était hyper intéressant. Et le travail ne fait que commencer. Le coup d'envoi est donné demain. Il y aura une session qui s'appelle la Jeunesse se bat pour les solutions, où des jeunes discuteront avec des acteurs qui sont concernés, avec des politiciens. Si cela vous intéresse ou peut-être vous interloque, eh bien, ces résultats seront aussi publiés en ligne à l'issue de cette session. Nous nous félicitons de l'excellence de la coopération avec vous toutes et tous à l'avenir pour nos objectifs que nous atteindrons ensemble. On se félicite de votre intérêt nourri, que beaucoup de têtes pensantes et brillantes ont participé à cela et s'engagent avec verve, mais aussi avec raisonnabilité. À très brève échéance,
on peut atteindre certaines choses. Par exemple, eh bien, manifestement, de participer donc à un apéro. Patricia va le dire. Donc, rejoignez-vous à cette réception. Un grand merci pour votre participation. Aussi à notre public en ligne qui a été fidèle. Et merci à toutes celles et tous ceux dans cette salle. Merci à vous toutes et tous. Restez-nous fidèles. On vous reverra l'année prochaine lorsqu'on va nous rencontrer pour faire la différence pour le bien majeur du monde, pour la planète, pour tous nos concitoyens humains. Merci.